IRM dynamique montre une modification des zones cérébrales pour les victimes de violences sexuelles dans l'enfance. À gauche, le cerveau d'un enfant n'ayant pas été abusé sexuellement, qui fonctionne parfaitement. À droite, le cerveau d'un enfant abusé sexuellement, qui montre un dysfonctionnement des lobes temporaux, qui servent à réguler les émotions et à recevoir les informations des 5 sens. Certains vont développer une amnésie traumatique et une possible résurgence des souvenirs bien des années plus tard. Pourtant, la France n'a toujours pas reconnu l'imprescriptibilité du crime d'inceste, c'est-à-dire le droit de porter plainte sans limite de temps. En criminologie, on élabore les statistiques du crime. On détermine certains chiffres à partir de variables approximatives, on les appelle les chiffres noirs. Au regard des données médicales, on constate une réalité du crime non identifiée par le canal judiciaire. Car toutes les victimes ne déposent pas plainte. Pourquoi? La connaissance de l'auteur, la peur des représailles, la honte, les séquelles de la prédation morale, physique, sexuelle, le temps de reprendre courage et goût à la vie, l'absence de soutien moral, le coût et la longueur de la justice. Non, ce n'est jamais une question de longueur de jupe. J'ose le dire, c'est une question d'inefficacité du système. Dans le cadre des violences sexuelles faites aux femmes, dans 91% des cas, les agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Suite au viol ou tentative de viol qu'elles ont subi, seuls 12% des victimes vont porter plainte et 78% de ces plaintes seront classées sans suite, liées à la difficulté d'apporter la preuve. Alors pourquoi n'existe-t-il pas une obligation administrative de justifier qu'une infraction est insuffisamment caractérisée par la recherche automatique de preuves avec un bilan psychologique obligatoire pour les auteurs et les victimes? Les victimes ont-elles insuffisamment souffert? Au nom de qui? Un magistrat débordé? Il n'est pas médecin, et après tout, on fait passer des tests psychotechniques pour récupérer son permis de conduire. Alors pourquoi cela semble être une montagne d'améliorer la preuve pour les crimes sexuels? L'industrialisation du classement sans suite signifie que la France, pays des droits de l'homme, se fait professionnelle du laisser-faire pénal des droits de la femme et de l'enfant, faisant porter le poids de la charge de la preuve à la victime, parfois de l'enquête, ne répondant pas à sa fonction régalienne, et laissant volontairement des criminels en liberté, sans même un rappel à la loi. Alors c'est inacceptable et indigne de notre pays. Donnons aux enquêteurs et aux magistrats les moyens de rendre justice, et non déni de justice. Protéger les femmes et les enfants, c'est un critère de virilité. Et il y a des évidences bonnes à rappeler. Le viol n'est pas un droit, c'est un crime, puni de 15 ans de réclusion criminelle au minima. Et l'impact sur la santé mentale et physique est constatable. La preuve de la blessure morale et de la blessure neurologique sont une preuve du crime, une preuve du mal. Il faut adopter le réflexe judiciaire et médical de le constater, sans que le patient ne le quémande. Mais 79% des professionnels de santé ne font pas le lien entre état de santé de la victime et violences subies, enfant ou adulte aujourd'hui. D'autant que certaines victimes mettent du temps à porter plainte, bien après que les blessures visibles ne puissent être constatées, et ce, même dans le respect de la prescription pénale. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol et d'agression sexuelle, et dans la majorité des cas, il connaît l'auteur. Dans le cadre des réseaux pédocriminels, Interpol identifie 12 victimes par jour. Alors, petite précision dans la définition, un pédophile fantasme sur les enfants, un éphébophile sur les adolescents, et un pédocriminel passe à l'acte. L'imprescriptibilité n'est valable que pour les crimes contre l'humanité.
Pourtant, il me semble qu'au vu des statistiques, nous avons affaire à un crime de masse qui porte atteinte aux générations futures. En profilage criminel, la sémantique crime de masse s'applique aux tueurs qui ont assassiné plus de 4 personnes en un seul lieu au cours d'une période de 24 heures. Mon métier consiste à élaborer des hypothèses à partir d'enquêtes et de faits pour tenter de résoudre l'énigme du passage à l'acte criminel. La contextualisation d'un profil se travaille avec une base technique en médecine légale, psychiatrie, psychologie, neurosciences, droit pénal et ethnopsychanalyse. C'est l'étude d'un individu et de sa personnalité qui prend en compte l'impact de son environnement culturel. Si je devais cartographier l'esprit d'un être humain, tout comme j'accompagne les victimes de crimes en thérapie, sans faire du cas par cas, alors je véhiculerai dans vos esprits les idéaux faciles des séries américaines telles que Les Experts ou Le Mentaliste. Alors que c'est toujours plus complexe que cela. Pour vous expliquer l'élaboration d'un profil, qui normalement s'expose en 2 bonnes heures, je vais prendre brièvement l'exemple de l'attaque au couteau d'Annecy, qui a eu lieu le 8 juin 2023. Souvenez-vous, nous sommes jeudi matin, il est 9h30 au bord des lacs d'Annecy, lorsqu'Abdelmassi Hanoun entre dans un air de jeu et dans un accès de folie s'en prend aux enfants avec un couteau. Je sais que le crime fascine. La sidération face à la noirceur d'actes commis par des êtres humains explique l'engouement du public et des médias qui, sur cette affaire, a été problématiquement polarisant dès que la nationalité de l'auteur fut révélée et que ne retombe le soufflet d'une psychose stigmatisante quand tout le monde a su qu'il était chrétien et qu'en attaquant les enfants, n'a pas crié « Allah Akbar », mais « In the name of Jesus Christ ». Rappelez-vous le courageux Henri d'Anselme, présent sur les lieux dans le cadre de son pèlerinage des cathédrales, qui a freiné l'assaillant avec son sac à dos, et de Yassim Bounmoura et Georges Gardner, dont on a moins parlé, qui se sont également interposés, et d'ailleurs tous les 3 recevront la Légion d'honneur pour leur courage. Pour profiler, il faut une empathie sans limite, voir l'humain là où l'humanité se perd dans sa propre ombre, pour comprendre le passage à l'acte de l'assaillant, même si l'horreur du crime est amplifiée par l'âge des 4 petites victimes, entre 22 mois et 3 ans. L'homme est un réfugié syrien, en Suède depuis 2013. Son épouse obtient rapidement la nationalité suédoise. En 2022, le couple est en séparation. L'homme décide de se rendre en France pour tenter d'obtenir l'asile. Et 4 jours avant le drame, il obtient un refus. Et la nationalité suédoise lui avait été refusée au motif qu'il avait été mobilisé au sein de l'armée syrienne lorsqu'un soulèvement civil avait eu lieu dans son pays en 2011. Le contexte géopolitique du conflit est également plus complexe que cela, mais restons focalisés sur l'énigme du passage à l'acte de cet homme. Au moment des faits, il est sans domicile fixe. Le bilan toxicologique ne révélera aucune prise d'alcool ni de drogue, ni aucun antécédent psychiatrique connu, même si après coup, son ex-épouse révélera sa détresse psychique, sans tendance à la violence, et le comportement d'un père aimant avec leur enfant. Quelques jours avant le drame, sera révélé qu'il avait été chassé d'un centre commercial par des vigiles au moment de vouloir satisfaire un besoin pressant, obligé de courir dans un parc derrière un buisson. Je peux émettre l'hypothèse d'un trouble du stress post-traumatique complexe non traité et d'une fracture psychique liée à la dégradation de ses conditions personnelles, du désespoir jusqu'à être réduit à l'état animal. La dissonance cognitive de son passage à l'acte semble avérée après le comportement qu'il a eu lors de son incarcération, où il se roulera par terre en demandant d'être tué, en prenant conscience de ce qu'il avait fait. Alors, est-il lucide lors de l'attaque des enfants? Revit-il des flashbacks envahissants de son passé de soldat? Ces nombreux traumatismes laissent à penser que le drame aurait pu être évité si cet homme avait bénéficié de soins.
Et la problématique du soin pour cet homme aurait été de pouvoir avoir un thérapeute dans sa langue maternelle, prenant en considération son contexte personnel, ethnique, religieux, sans biais politique. D'où l'intérêt fondamental de l'ethnopsychanalyse, tant dans l'approche du soin de la psyché que dans l'émission d'hypothèses en profilage criminel. L'auteur fut interné en psychiatrie après son incarcération en cellule anti-suicide. Le plus petit dénominateur commun du passage à l'acte se situe dans un conflit intérieur, dans l'expression d'une pulsion. Le rapport de domination-soumission est l'ingrédient de base de la violence, du crime, du non-respect du consentement. Et le crime porte en lui une notion d'universalisme, puisque le meurtre, le viol, l'inceste, la pédocriminalité n'ont pas de frontières, de drapeau, ni de couleur de peau. Et le comportement criminel est un dénominateur commun qui a permis l'émergence de services de police transnationaux, tels qu'Interpol, Europol, Afripol. Sachez que certains tueurs de masse tuent pour la gloire du mal, une forme de réaffirmation narcissique. Ce qui, à mon sens, n'est pas le cas dans l'attaque au couteau d'Annecy, mais je préfère remettre la lumière sur celles qui doivent affronter le traumatisme. Les victimes d'Annecy étaient 6, dont 5 graves. Peter, une petite fille néerlandaise de 22 mois, elle y portée en état d'urgence absolue à l'hôpital. Alba et Enyo, 2 enfants français, des cousins, accompagnés par leur grand-mère ce matin-là. Et Ti, une petite fille britannique de 3 ans, dont le pronostic vital a été gravement engagé. Et 2 hommes blessés de 70 ans et 78 ans, Youssouf et Manuel. 1 mois plus tard, en juillet 2023, toutes les victimes sont hors de danger et sorties de l'hôpital. Et la prise en charge psychologique a été mise en place pour elles et les témoins de l'agression. Et les journaux titrent « Le retour à la vie normale ». Mais après le crime, à quoi ressemble la vie normale? Le temps du soin du stress post-traumatique, communément appelé la maladie du soldat. Intéressant de soulever l'hypothèse que l'assaillant en souffrait peut-être et que ces victimes ont un risque de développer le même type de séquelles psychiques. Lorsqu'un individu est soumis à un choc, le confrontant à un sentiment d'impuissance et de mort imminente, le cerveau déclenche une tempête hormonale pour aider le corps à faire face et éviter l'AVC, la crise cardiaque, la mort. C'est également le cas pour les victimes de viol, d'agression, d'inceste, pour les militaires, les pompiers, les policiers, les personnels soignants, régulièrement confrontés à des événements traumatiques dans le cadre de leur travail. Le corps peut faire face 1 fois, 2 fois, 100 fois, mais tout le monde possède un point de rupture, une limite d'explosivité, comme une cocotte minute qu'on aurait laissée sur le feu sans libérer la vapeur. Il arrive que le système d'alarme ne revienne pas à la normale, ce qui peut donner lieu à des symptômes envahissants, cauchemars, insomnie, angoisse, flashback. Alors ressurgit la sensation de l'événement, un geste, une odeur, une image, une voix peut faire ressurgir le passé dans l'instant présent. Et à cela peuvent s'ajouter les troubles associés, troubles alimentaires, pensées suicidaires ou addictions. Des personnes souffrant d'un événement traumatique qui remonte à plusieurs années finiront par être traitées pour alcoolisme ou autre forme d'addiction. L'addiction est souvent le symptôme d'un trouble émotionnel, une recherche d'anesthésie du mental pour faire face à une douleur intime. C'est le mauvais chemin à prendre, ça ne traite pas le traumatisme. Il existe des solutions
L'EMDR et l'hypnose ericksonienne ont démontré leur efficacité lorsqu'ils sont conjugués à une médication adaptée. Et d'autres techniques ont été développées, notamment pour les survivants de l'attentat du Bataclan, avec une forme de sophrologie en plongée sous-marine. Des essais cliniques étrangers ont aussi développé le soin du stress post-traumatique en oxygénothérapie en caisson hyperbare. Alors, en thérapie EMDR, on retravaille l'événement traumatique en utilisant le mouvement oculaire naturel que votre cerveau utilise la nuit pour digérer les informations de la journée. L'objectif est de désensibiliser l'intensité du souvenir pour le réintégrer dans la mémoire biographique du patient. Je déconseille fortement de pratiquer ces thérapies sans l'accompagnement en parallèle d'un médecin psychiatre, qui est le partenaire essentiel pour les précautions vitales à prendre. C'est lui qui vous aide à rétablir l'équilibre de votre chimie cérébrale. Un être humain, quand il est soumis à de la violence morale, physique, sexuelle, mobilise ses ressources de résilience et peut finir par les épuiser, d'autant que la source du danger perdure. Une femme toujours sous les coups de son mari violent, une victime de viol dans l'insécurité, qui sait que son violeur est en liberté et qui peut traumatiser de nouvelles victimes. Des élèves qui ne cesseront pas le harcèlement tant que l'autorité de l'établissement n'aura pas posé la limite. Si le psychiatre est le garagiste de votre cerveau, c'est lui qui vous aidera à éteindre les voyants orange et rouge de votre tableau de bord. Alors, si l'un de vos proches ou vous-même êtes concerné, n'ayez pas honte d'être des guerriers et remerciez vos merveilleux cerveaux de vous avoir maintenus en vie. Pourquoi devrions-nous avoir honte de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui se sont reconstruits dans le silence? Ces forces de la nature. Combien j'ai de forces de la nature devant moi dans cette salle ou qui nous écoutent? Le soutien moral, la compassion et la compréhension font la beauté de la solidarité humaine. Alors mon message est simple aujourd'hui. Vous n'êtes pas votre traumatisme. Vous êtes la vie qui reprend son droit et ne laissez jamais mourir l'espoir au fatal terme traumatisé à vie. Il y a des athlètes paralympiques qui courent le 100 mètres sans pied. Alors il est permis d'espérer sans limite. Et il n'y a pas d'échelle dans la souffrance, car parmi les 8 milliards d'individus sur Terre, il existe 8 milliards de sensibilités différentes, et il existe toujours, pour chacun, un chemin d'apaisement. Les thérapies cognitives et comportementales nous aident à reprendre la maîtrise de nos vies et à surmonter tout type de turbulences. Et des voies d'amélioration, du recueil de la preuve à la prise en charge judiciaire et médicale des victimes et des auteurs, sont possibles pour le retour à la vie normale. Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, s'il vous plaît, faites différemment.